Chers amis Xenos, bien le bonjour. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé des Nécrons, et j'avais rapidement évoqué la façon dont ils avaient été supplantés dans la galaxie par une race plus jeune, les Aeldari. Et ben justement, nous allons nous plonger dans l'histoire et les mœurs, parfois surprenantes, vous allez le voir, de cette ancienne civilisation qui tenait autrefois la galaxie dans le creux de sa main, et qui lutte désormais pour subsister. Avant tout, un Aeldari c'est quoi ? Bon, globalement, c'est un elfe de l'espace. Les Eldari peuvent paraître assez semblables à des humains. Bon, des humains assez grands, très fins, avec une peau très pâle, tirant même vers le blanc. En gros, vous prenez Liv Tyler, vous lui filez 10 cm, et vous avez un Eldari. N'empêche, c'est quand même fou comment cette actrice est la parfaite représentation, selon moi, de ce à quoi un elfe pourrait ressembler. Regardez, là, 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 là. Il va pas me dire que c'est pas une elfe. Bon, bref, on n'est pas à 2 minutes de la vidéo, et je m'égare déjà. En revanche, s'arrêter uniquement à l'aspect physique pour comparer les Aeldari aux humains serait une très grave erreur. D'un point de vue métabolique, ils sont dotés d'une vie si longue qu'on pourrait les croire immortels. Je pense qu'ils doivent mieux digérer les graisses ou une connerie dans le genre. Ils ont des réflexes qui pourraient paraître surnaturels, et le plus con d'entre eux pourrait sans trop mal faire passer un humain standard pour un débile profond. Cette acuité physique aussi bien que mentale et psychologique est à la fois leur plus grande force et aussi leur plus grande faiblesse. En effet, ils ressentent les émotions avec une telle intensité que leurs petits plaisirs quotidiens surpassent en intensité nos fantasmes d'orgasme les plus fous et les plus débridés. Dit comme ça pourrait paraître génial, mais c'est quand même à double tranchant. Si la perception des éléments positifs de la vie est décuplée, il en est de même pour les éléments négatifs. Ainsi, le deuil, la colère et même la haine sont inimaginables pour nous autres simples humains. Revenons donc à nos Nécrons. Une fois ceux-ci rentrés en sommeil, l'Empire Aeldari eut le champ libre pour dominer l'intégralité de la galaxie. À cette époque, les humains commençaient seulement à se dresser sur leurs pattes arrière et ne connaissaient pas encore le feu. C'est vous dire si ça remonte. Cette époque bénie pour les fils d'Azurian vit l'essor d'un empire où l'imposant le disputait à la majesté. L'imposant ne le dispute-t-il pas à la majesté? Non, mais non! Non? Ouais, j'ai raison ou pas? Tous les jours vous marchez ici sans vous rendre compte de la magnificence de ces colonnades, il faut pas exagérer. Non, mais là d'accord, mais tout à l'heure vous avez dit la même chose à propos d'une boutique de saucisses! Eh ben c'était peut-être une boutique de saucisses, n'empêche que l'imposant le disputait à la majesté, voilà. Ils apprirent à maîtriser la toile, une dimension intermédiaire entre le monde matériel et le War, où ils construisirent des portails permettant de voyager rapidement et de façon plus sûre que dans le War. Ils terraformaient des planètes et faisaient même vivre et mourir des étoiles. Ah, ils avaient la classe quand même. Hein. Seulement, voilà. Dans la galaxie de Warhammer, les Happy End sont pas franchement courants. Et forcément, du côté Aeldari, il y avait une couille dans le potage. Et pas qu'une seule. Vu qu'ils dominaient complètement la galaxie, ils ont commencé à se faire un peu chier les oreilles pointues. Et vu qu'ils se faisaient chier, il y a eu plein de cultes du plaisir qui ont commencé à fleurir un peu partout. Et attendez, quand je dis culte du plaisir, je veux pas dire qu'ils partousaient dans tout l'univers. Enfin, si, aussi. Mais pas que. Il y avait des pratiques plus extrêmes qui sont apparues, et là aussi je pense que vous voyez où je veux en venir, je parle pas seulement de trucs de délire BDSM un peu chelou. Certains commençaient à tuer et torturer pour leur simple plaisir. En gros, c'était le règne de l'hédonisme et de l'égoïsme total et absolu. Le problème avec tout ça, c'est que tout ce que l'on fait dans l'espace matériel a un écho dans le Warp. Et toutes ces pulsions, toute cette luxure, tous ces excès ont fini par s'agréger pour donner naissance à une entité malveillante et affamée. Vraiment affamée. Slaanesh était né. Et en naissant, Yel, vous voyez qu'il est utile ce pronom en fait, poussa un cri psychique si puissant que l'âme même des Aeldari fut arrachée pour qu'elle s'en repaisse. C'est déjà assez horrible, mais Slaanesh, il est plutôt du genre à jouer avec la bouffe. Yel doit être croisé avec un chat, je pense. Et les âmes arrachées, on subissait 1000 tourments avant d'être dévorés. En une fraction de seconde, la quasi-totalité des Aeldari étaient morts. Et au cœur de leur empire, le hurlement psychique de Slaanesh fut si puissant qu'il déchira le voile de la réalité pour former la plus célèbre des tempêtes warp de la galaxie, l'œil de la Terre. Donc, fin de tournage pour les bouffeurs de laitue du coup ? Pas tout à fait en fait. Parce que si la majorité des Aeldari étaient passés du côté obscur et se vautraient sans vergogne dans le stupre et la perversion, certains, plus sages, plus raisonnables, ou juste plus chiants, s'étaient éloignés de leurs congénères et de leurs vicissitudes. À bord d'immenses vaisseaux de moelle spectrale, un matériau semi-organique et pseudo-conscient, ou carrément exilés sur des mondes vierges, la race Aeldari subsista tant bien que mal. Mais dans cette vidéo, je ne m'attarderai pas sur les exodites, ceux qui vivent sur les mondes vierges, ou sur les Drukhari, les cousins dégénérés des Aeldari, mais principalement sur les habitants des vaisseaux-mondes, qu'on appelle aussi Asuriani. Du coup, nous voici après la chute. Les Asuriani se retrouvent comme des cons au milieu de leur vaisseau monde avec la certitude que leur âme va pas passer un bon moment entre les patounes de Slaanesh s'ils viennent à clamser.
Mais heureusement, ils avaient quand même un petit peu de ressources et ils étaient quand même pas trop cons. Et ils avaient accès en particulier à un matériau bien spécifique, les pierres esprits. Ces pierres lisses qui ressemblent à de belles gemmes ont un but très précis. À la mort de son porteur, elle va capturer son âme afin que Slaanesh ne puisse pas s'en saisir. Elles sont ensuite enchâssées dans la structure de moelle spectrale du vaisseau monde et forment ce que les Eldari appellent le réseau d'infinité. Par contre, ils doivent un petit peu se faire chier les morts au bout d'un moment collés à leur mur de moelle spectrale. Enfin bon, j'imagine que c'est toujours mieux que de servir de casse-croûte à un dieu du chaos. Donc voilà pour leurs âmes, le problème est réglé. Mais reste que leurs pulsions et leurs émotions exacerbées sont toujours de terribles dangers qui attirent les créatures du chaos comme des lampes attirent les insectes la nuit. Pour cela, les Azuriani ont organisé leur société en voies très codifiées. Chaque individu peut passer de l'une à l'autre selon les circonstances, mais elles ont toutes en commun de limiter les excès en focalisant toute l'attention de l'individu sur quelques aspects bien spécifiques. Il en existe plein, mais certaines ont une importance plus particulière. Par exemple, la voix du guerrier revêt plusieurs aspects, tous découlant d'une des facettes de Kayla Menshak Cain, le dieu du meurtre et de la violence du panthéon Eldari. Chacun se focalise sur une façon bien précise de combattre et d'abattre son adversaire, que ce soit par des tirs de longue portée, à bord de véhicules légers antigraves, ou en faisant preuve d'une terrible grâce au corps à corps. Chacun de ces guerriers est un as dans sa discipline, et il est de coutume que les guerriers passent de l'un à l'autre des aspects pour ne pas s'enfermer dans une voie. Le sort des Eldari qui n'arrivent pas à sortir de l'un des aspects est à la fois terrible et glorieux. On dit qu'ils se perdent dans la voie, ils deviennent alors les terribles exarques. Ils sont alors des tueurs particulièrement efficaces et redoutés, mais paient cette efficacité de leur personnalité. Pour les autres, s'ils survivent assez longtemps et qu'ils empruntent la voie du commandant, ils peuvent espérer devenir des autarques, les généraux des hostes flamboyants des Eldari. Il n'est pas rare pour un autarque de conserver les armements ou équipements de certains des aspects qu'il a empruntés et particulièrement aimés. En revanche, certains Azuriani trouvent les voies trop étouffantes et trop liberticides, et ils décident alors de quitter le vaisseau monde et empruntent la voie de l'errant. C'est une voie assez dangereuse puisqu'ils se retrouvent seuls dans une galaxie remplie de dangers. Ils rejoignent alors souvent des équipages de corsaires, deviennent des explorateurs, et certains ont même des liens avec des représentants d'autres races. Un petit détail sur les Eldari, c'est qu'ils ont une facilité à maîtriser des pouvoirs psy qui leur est innée. Et les plus doués d'entre eux font partie des psykers les plus puissants de la galaxie, et ils empruntent bien souvent la voie du prophète. En empruntant cette voie, ils sont en proie à des visions, souvent dérangeantes, parfois très dérangeantes, dévoilant des morceaux de futur possibles. Ils ont alors la lourde tâche de guider leurs compatriotes en prenant les décisions qui s'imposent. Bien entendu, il y a plein d'autres voies qui existent, aussi bien dans le domaine agraire qu'artistique, et je n'ai parlé ici que des voies qui sont le plus souvent croisées par les autres races de l'univers. Cependant, le fait de ne pas arpenter la voie du guerrier ou une autre des voies citées précédemment ne dispense pas du devoir militaire. Tous les Eldari peuvent être mobilisés en cas de besoin, dans une milice qu'on appelle les gardiens. Donc, comme on l'a vu, la société Eldari est très codifiée, pour éviter les erreurs de leurs ancêtres. Cependant, chaque vaisseau monde, de par son histoire, son isolement ou ses contacts, a développé des cultures, des modes de vie qui leur sont propres. Des dizaines de vaisseaux mondes sont déjà recensés, mais a priori beaucoup restent encore à découvrir ou à retrouver. Parmi ces vaisseaux mondes, on en compte 5 en particulier qui se démarquent de par leur rayonnement, leur implication dans les conflits à l'échelle galactique, leur fait d'armes, ou plus prosaïquement, leur agressivité et leur envie de casser la gueule à leurs voisins. Un des plus connus est bien entendu Ultwé, qui est situé proche de la Terra. Ce vaisseau monde est très impliqué dans la lutte contre le chaos en général et Slaanesh en particulier. Ultwé compte un nombre significativement supérieur d'Eldari qui empruntent la voie du prophète, et il compte certains des psykers les plus puissants de la galaxie. Bon, après il se la pète un peu et considère que si la race Eldari est encore en vie, c'est en grande partie à cause d'eux. À raison ou à tort, ça je saurais pas juger. Contrairement aux autres vaisseaux mondes, Ultwé utilise ses gardiens de façon permanente, et pas seulement lorsque le besoin s'en fait sentir. Et oui, il faut quand même le préciser, on a tous déjà entendu parler de la réputation de manipulateur que les Eldari peuvent se taper, elle est en grande partie liée à Ultwé. Pas que, mais en grande partie. Disons que si sacrifier des milliards ou des planètes entières leur permet de sauver ne serait-ce qu'une dizaine d'Eldari, ils n'hésiteront pas une seule seconde. Si vous aimez le côté sournois des elfes et que vous adorez cribler vos ennemis de projectiles sans même qu'ils le comprennent, c'est qu'Alaitok est fait pour vous. Eh bien, voici un nain qu'elle n'en voudra pas si aisément. J'ai l'œil du faucon et les oreilles du renard. Le nain respire si fort que nous aurions pu le tuer dans le noir. Les habitants d'Alaitok suivent la voie de façon extrêmement rigoureuse, si bien qu'ils sont considérés comme des extrémistes par leurs congénères et que beaucoup d'Eldari
du vaisseau monde ne le supportent pas et finissent par quitter le vaisseau pour devenir ranger, corsaire ou encore espion. D'ailleurs, Alaytok est très réputé pour la qualité de ses rangers, capables d'annihiler des armées entières sans être repérés une seule fois. Malheureusement, beaucoup d'agents sont aussi infiltrés dans l'Imperium, et certains se font malheureusement prendre. Et quand un Xenos se fait prendre par l'Inquisition, je vais pas vous faire de dessin, j'ai vraiment pas envie de vous faire de dessin, me demandez pas de dessin s'il vous plaît. Mais sinon, vous avez rien de plus festif, là Si vous aimez, j'ai ça. C'est pour arracher les noix. Les noix, les fruits. Ah non, les noix. Ah, je crois qu'on a fait le tour. Bon, sinon, il y a ça aussi, c'est le bel outil. Qu'est-ce qu'on coupe avec ça? Ah, ce qu'on veut. Mais enfin, c'est plutôt pour tout ce qui est génital. Ça vous ennuie si je vomis? De ce fait, Alaytok déteste cordialement l'Imperium et est de facto en guerre quasi constante contre eux. Un troisième vaisseau monde dont on peut parler, c'est le vaisseau de Biel-Tan. C'est un vaisseau mourant qui conserve l'espoir de fonder un empire nouveau. Vous voyez le joueur de poker sur le point de se faire rincer qui se répète « La prochaine main je me refais, la prochaine main je me refais, la prochaine main je me refais. Allez, une dernière main je me refais ». C'est complètement l'état d'esprit de Biel-Tan. Leur vaisseau monde a été détruit lors d'une incursion démoniaque menée par le Masque, un héros de Slaanesh. L'incursion a été heureusement repoussée par Ivren, leader des Inari, on y reviendra plus tard, mais son intervention a pour ainsi dire condamné le vaisseau monde et sacrifié un grand nombre d'âmes à Eldari. Malgré tout, Biel-Tan reste une menace sérieuse. Leur force repose sur des frappes rapides et précises qui peuvent se redéployer instantanément. De tous les Eldari, ce sont probablement les plus xénophobes, puisqu'ils considèrent que l'Empire Eldari ne pourra pas se relever sans la destruction de toutes les races qu'ils considèrent inférieures. Concrètement, toutes les races qu'ils considèrent inférieures, c'est tout ce qui n'est pas Eldari. Et encore, il y en a même certains qui mettent dans le lot. Allez, maintenant, c'est le moment de la déconnade, on va parler du vaisseau monde le plus joyeux, le plus rigolo, j'ai nommé Yanden. Non, je déconne. Eux aussi, ils sont au bord de l'extinction et ils étaient très potes avec Biel-Tan. Ça sent le karma, là, non? Bon, eux, c'est pas le chaos, c'est les tyrannides. Et sans l'intervention in extremis et au péril de sa vie du prince Iriel, un noble qui avait été auparavant banni par le vaisseau monde, on aurait pu dire bye bye au vaisseau Yanden. Ils dépendent énormément des chasses spectrales. Ce sont des marcheurs gigantesques, faits de moelles spectrales dans lesquelles on peut insérer des pierres esprits, et ils font partie du vaisseau monde qui en aligne le plus. Du fait de leur proximité avec leurs morts, les habitants de Yanden se sentent plus proches des doctrines Inari, et sont plus nombreux à rejoindre leur rang. Ivren elle-même séjourne assez régulièrement sur le vaisseau monde. Le vaisseau monde Saim-Han est également un des plus connus, et il a fait partie des premiers à se désolidariser de l'ancien empire Eldari avant la chute. Leur structure clanique les distingue des autres Azuriani et les rapproche des Exodites. Le vaisseau monde Saiman adopte une structure clanique et ses clans sont indépendants les uns des autres. Et ils peuvent tout à fait engager les hostilités sans l'aval des autres clans, même si souvent, dès qu'il y a un peu de castagne, les autres y rappliquent au passage. Et les combats, par exemple, se règlent souvent par des combats rituels. Vous voyez que c'est quand même très différent des autres vaisseaux mondes dont on a parlé. À savoir que Saiman fait une grande utilisation des motos antigraves, et ce sont du coup des experts dans les frappes éclairs. Tout ça font que les Eldari de Saiman sont considérés par beaucoup d'autres vaisseaux mondes comme des sauvages. Et il y a eu plusieurs fois des conflits, voire même des guerres ouvertes entre Saiman et d'autres vaisseaux mondes. Après, bien là, je n'ai absolument pas parlé de tous les autres vaisseaux mondes, mais même parmi ceux répertoriés, il y en a plein d'autres. Ce serait beaucoup trop long de tous les lister. Jusqu'ici, on a parlé des vaisseaux mondes et donc des Azuriani, les Eldari qui vivent dans des vaisseaux mondes. Mais c'est pas le cas pour tous, et c'est notamment les Arlequins. Les Arlequins sont des Eldari qui ne vivent pas dans des vaisseaux mondes. Ce sont des adeptes de Shegorak, le dieu moqueur, et il est la seule autorité qu'ils reconnaissent. D'ailleurs, petit aparté, je pense, j'ai pas trouvé de source fiable, mais je pense que Shegorak et Sheogorath dans la licence des Elder Scrolls sont en fait très liés. J'ai pas trouvé de la référence historique à un dieu quelconque de la mythologie, mais ça doit sûrement exister, donc en commentaire si vous savez, n'hésitez pas parce que j'aimerais bien trouver. Donc, ces Arlequins sont des adeptes de Sheogorath, et ce sont des artistes ambulants. Ils font démonstration de leurs dons sur les champs de bataille. Non, je ne vais pas mélanger deux parties de mon script. Ce sont bien des artistes qui se produisent dans les guerres. En gros, ce sont des artistes guerriers. Ils se répartissent en troupes, que l'on appelle masques,
Et chacune de leurs interventions est semblable à une représentation théâtrale où se mêlent danse, comédie, un sens aigu du massacre et des rôles qui sont très clairement répartis entre les différents acteurs. Il faut également noter que les petits farceurs, ils ont le goût du risque, parce que contrairement à tous les autres Eldari qui partent au combat avec une pierre esprit, eux, ils pensent que Sheogorath viendra piquer leur âme à Slaanesh avant qu'elle ne s'en empare. C'est ce qui s'appelle avoir la foi. Et de sacrés bollocks. Je vous avais parlé tout à l'heure du vaisseau Bieltan qui avait été sauvé par Ivren, la leader des Inari, sans vous préciser ce qu'étaient les Inari. Eh bien en fait, c'est un culte qui s'est développé ces derniers siècles, le culte d'Inéad, qui est le dieu des morts Eldari. Une prophétie révèle qu'Inéad sera tiré de son sommeil lorsque tous les Eldari auront péri, et que Inéad, une fois réveillé, tuera Slaanesh. Bon, c'est bien, mais c'est peu pratique, me direz-vous, parce que le fait de devoir clamser pour pouvoir être libéré du joug de Slaanesh, c'est pas terrible. Et ça, c'est exactement la pensée qu'a dû avoir Eldrad Ulstran, un psyker très puissant du vaisseau monde Ultué lorsqu'il a mené un rituel pour tenter de réveiller le dieu des morts. Malheureusement, il a été interrompu, mais le rituel a été suffisant pour réveiller une partie de la conscience d'Inéad. Et donc une fraction de sa volonté et de son pouvoir fut accordée à une Eldari exilée, déshonorée, condamnée à combattre dans un culte Séraste à Gomorrag, Ivren. Donc Ivren, une fois qu'elle a reçu cette puissance divine en elle, elle a été aidée du Vizark, son ancien mentor, qui, voilà, il y a plein de rebondissements, plein d'histoires, c'est passionnant, je vous passe tout ça malgré tout, parce que sinon ça prendra une plombe. Donc elle rentre sur Bieltan, son vaisseau, pour repousser la fameuse incursion de démons au prix de l'intégrité structurelle du vaisseau et de milliers d'âmes d'Eldari. Et au passage, elle réveille l'incarnation, c'est-à-dire d'Inéad dans la galaxie. Depuis, elle est le leader spirituel et politique des Inari et tente de rallier un maximum d'Eldari à son étendard. Mais beaucoup d'Azurianistes méfient des Inari. Certains y voient même une ruse de Slaanesh pour les détourner de leur voie. C'est pour ça que les conflits entre Inari et Azuriani ne sont malheureusement pas rares, parce qu'on pourrait se dire quand même qu'ils ont autre chose à foutre que se taper dessus. Je pourrais encore dire beaucoup de choses sur les Inari, et cela pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Mais allez, quelques faits d'armes notables. Par exemple, ils ont participé au réveil de Robout Guilliman, puisque Ivren elle-même a fait appel à ses dons, à sa connexion avec Inéad, pour suppléer la technologie de Cole pour réveiller le Primarque. Mais voilà, je pense que je referai une vidéo là-dessus une autre fois. Enfin, on va quand même parler d'une dernière catégorie d'Eldari, on va parler des corsaires. En fait, il y a beaucoup d'Eldari qui rejettent les voies qui sont trop strictes pour eux et qui se plongent, comme leurs ancêtres, dans leur soif de richesse, d'excitation et autres débauches. En général, du coup, ils empruntent ce qu'on appelle la voie du paria. Et ils se retrouvent souvent à travailler dans des flottes corsaires. Alors c'est très variable, ça peut être d'une dizaine d'Eldari dépenaillés à une flotte de milliers de vaisseaux regroupant des centaines de milliers d'Eldari, comme par exemple les pillards sorciers du prince Iriel. Vous savez, celui qui a sauvé le cul du vaisseau Yonden. Mais il n'est pas rare que les flottes corsaires commercent, voire guerroient, en compagnie d'un vaisseau monde. Voilà, donc j'ai tenté de faire un petit, pas combien on est de vidéos, tour d'horizon de l'histoire et de la société Eldari. Comme souvent, j'ai fait qu'effleurer beaucoup de sujets dans le but d'être suffisamment éclectique. En attendant, j'espère, bande de petits xénos, que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye!